Bonjour et bienvenue. Alors, aujourd'hui, on se penche sur une source un peu particulière, une compilation YouTube. Oui, de la chaîne officielle des Inconnus. Le titre, c'est Quand ils sont méprisants. Assez parlant, quoi. C'est ça. Et notre objectif, c'est d'explorer un peu comment ce trio utilisait l'humour satirique Mhm. pour cibler, disons, les médias, la culture, certains aspects de la société française de l'époque, y parodier plein de formats différents. Tout à fait. Et ces sketchs, en fait, c'est souvent un miroir. Un miroir déformant, parfois un peu cruel, mais toujours drôle, je trouve. Oui, Ça révèle bien les prétentions, les absurdités de certains milieux. C'est une critique sociale, mais déguisée en comédie. C'est ça qui est fort. alors, commençons peut-être par les médias. Le truc qui vient tout de suite en tête, c'est la parodie des talk-shows, non? Trouve le jeu. Ah oui, excellent exemple, l'animateur très inspiré d'Ardisson à l'époque. Oui, ce style agressif qui cherche le scandale. Exactement. Quitte à mépriser les invités. Marie-Sophie L, les autres, c'était ça. Ok, décomposons un peu ça. Qu'est-ce qu'il visait vraiment? Bah, ce qui est fascinant ici, c'est moins l'imitation parfaite que la capture d'une tendance médiatique, quoi. Laquelle? Cette recherche du clash, de la petite phrase. L'invité devient juste un prétexte, en fait. Hmm. Et on voit ça poussé à l'extrême avec Laurent Ah Bouffi. oui, à l'Assemblée. Voilà, le style Baffy, la provoque gratuite, la petite culotte, Chirac et la drogue. C'est l'idée d'une téléspectacle qui se nourrit de ça, de l'impertinence pour l'impertinence. Et il n'y avait pas que les talk-shows aussi, je pense au top 50 aussi. Si, si, bien sûr. La parodie du top 50, c'était autre chose. Là, ils attaquaient le formatage musical. Et le langage, non? Ah, ce groupe Tranks and Scenes. Exactement. Le jargon pseudo-technique, divergence conceptuelle, le DX Roland trichasé. Ah ah, oui. C'est fait pour sonner savant, mais c'est complètement vide. Une critique, de la superficialité du discours creux dans la culture pop, quoi. Et ce discours creux, justement, on le retrouve aussi quand il s'attaque à la culture plus sérieuse. Le sketch Allons au cinéma, par exemple. Ah oui, tout à fait. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. C'est peut-être une de leurs satires les plus fines. Les critiques pédants. Oui, Jean-François Bigot, Christian Brifort, ils encensent des films au titre improbable. Pas de biaf pour le cave. Ils disent chef-d'œuvre absolu. Et derrière, ils mettent des notes ridicules. 310, 110. Ce décalage est énorme. Mais qu'est-ce que ça critique au fond? Ben, la posture, le snobisme intellectuel qui est complètement déconnecté du ressenti réel. Le ridicule vient de là, de cette contradiction énorme entre le discours et l'évaluation. Mhm. On retrouve un peu la même chose avec les deux versions de Ciel Montmaré, non? Ah oui, in the same bed. Voilà. La version boulevard hyper outrancière et la version comédie française surintellectualisée. Qui surjoue une pièce de boulevard. C'est ça, il renvoie les deux dos à dos, il critique la vulgarité d'un côté et la prétention de l'autre, les deux extrêmes. Et ce regard critique, il s'étendait aussi aux institutions, on peut dire. La Nuit des Escars, c'est quand même une charge contre le cinéma français. Ah oui, c'est une caricature, féroce même. L'autocongratulation, les discours de remerciement qui n'en finissent plus, Les discours politisés, Jean-Lot Dupuis et les quotas, oui, ou les dialogues de films qui se résument à «putain, merde». C'est c'est très drôle. Les actrices stéréotypées aussi. tout à fait, même l'influence étrangère est tournée en ridicule. Ce producteur japonais là, Yashito Gamakashi, Qui veut un Cyrano de Bergerac contre les Tortues Ninja? voilà, c'est l'absurde qui révèle le système. Et c'est absurde comme outil critique, on le voit aussi sur l'éducation nationale. Complètement. C'est un très bon exemple, ça. Le sketch y reflète des difficultés réelles, hein, le manque de moyens, les profs pas remplacés. Le prof de PS qui doit faire philo. Exactement. Faute de remplaçants. Ça, c'est le côté miroir de la réalité. Mais le traitement est purement absurde. Le cours de philo basé sur la souplesse. C'est ça. Inconscient et subconscient, on fléchit bien. L'absurdité, en fait, ça rend la critique des problèmes encore plus forte, plus saillante. Si on relie ça à une perspective plus large, Donc si on essaye de résumer, la grande force des inconnus, c'était vraiment ça. Utiliser la parodie, l'absurde, comme des scalpels, quoi. Pour disséquer les travers de leur temps. oui, surtout dans les médias, la culture. Et il n'hésitait pas à être méprisant, comme le dit le titre, pour mieux montrer le ridicule. C'est exactement ça. Et je pense que, bon, qu'est-ce que tout cela signifie? Ça signifie que leur humour reste pertinent. Même si les références précises datent un peu. Oui, même si certaines références nous échappent peut-être un peu plus aujourd'hui. Mais leur force, c'était d'utiliser le très spécifique,
une imitation, un tic de langage, une situation pour toucher à des trucs universels. Comme la vanité, la bêtise. Voilà, la vanité, la bêtise humaine, le décalage entre l'image et la réalité, la vacuité de certains discours. Leur mécanique comique était précise, et c'est ça qui donnait de la force à leur critique sociale finalement. Alors une dernière pensée pour conclure. Ces parodies, elles me font toujours rire. Mais est-ce qu'elles nous disent quelque chose sur notre époque à nous? Mhm. Les formes de prétention médiatique ou culturelle ont sûrement changé, non? Mais les travers de fond que les inconnus pointaient si bien, est-ce qu'ils ont vraiment disparu? Ou est-ce qu'ils sont juste ailleurs, sous d'autres formes? C'est une excellente question pour finir, hein. Ça laisse à réfléchir.